La cousine de mon grand-père était la mère de cette tante Léonie, qui depuis la mort de son mari n'avait plus voulu quitter d'abord Combray, puis à Combray sa maison, puis sa chambre, puis son lit. Avant que j'entrasse souhaiter le bonjour à ma tante, on me faisait attendre un instant dans la première pièce où le soleil, d'hiver encore, était venu se mettre au chaud devant le feu. Dans la chambre voisine, j'entendais ma tante qui causait toute seule à mi-voix. Elle ne parlait jamais qu'assez bas, parce qu'elle croyait avoir dans la tête quelque chose de cassé et de flottant qu'elle eût déplacé en parlant trop fort. Mais elle ne restait jamais longtemps, même seule, sans dire quelque chose, parce qu'elle croyait que c'était salutaire pour sa gorge, et qu'en empêchant le sang de s'y arrêter, cela rendrait moins fréquents les étouffements et les angoisses dont elle souffrait. Puis, dans l'inertie absolue où elle vivait, elle prêtait à ses moindres sensations une importance extraordinaire. Elle les douait d'une motilité qui lui rendait difficile de les garder pour elle, et à défaut de confident à qui les communiquer, elle se les annonçait à elle-même en un perpétuel monologue qui était sa seule forme d'activité. Malheureusement, ayant pris l'habitude de penser tout haut, elle ne faisait pas toujours attention à ce qu'il n'y eût personne dans la chambre voisine, et je l'entendais souvent se dire à elle-même « Il faut que je me rappelle bien que je n'ai pas dormi », car ne jamais dormir était sa grande prétention dont notre langage à tous gardait le respect et la trace. Quand ma tante voulait faire un somme dans la journée, on disait qu'elle voulait réfléchir ou reposer. Et quand il lui arrivait de s'oublier en causant jusqu'à dire « ce qui m'a réveillée », elle rougissait et se reprenait au plus vite. Au bout d'un moment, j'entrais l'embrasser. Françoise faisait infuser son thé, ou, si ma tante se sentait agitée, elle demandait à la place sa tisane, et c'était moi qui étais chargée de faire tomber du sac de pharmacie dans une assiette la quantité de tilleul qu'il fallait mettre ensuite dans l'eau bouillante. Le dessèchement des tiges les avait incurvées en un capricieux treillage, dans les entrelacs duquel s'ouvraient les fleurs pâles, comme si un peintre les eût arrangées, les eût fait poser de la façon la plus ornementale. Les feuilles, ayant perdu ou changé leur aspect, avaient l'air des choses les plus disparates, d'une aile transparente de mouche, de l'envers blanc d'une étiquette, d'un pétale de rose, mais qui eussent été empilés, concassés ou tressés, comme dans la confection d'un nid. 1000 petits détails inutiles, charmante prodigalité du pharmacien, qu'on eût supprimés dans une préparation factice, me donnaient le plaisir de comprendre que c'étaient bien des tiges de vrai tilleul, modifiées, justement parce que c'étaient non des doubles, mais elles-mêmes, et qu'elles avaient vieilli. Et chaque caractère nouveau n'y étant que la métamorphose d'un caractère ancien, dans de petites boules grises, je reconnaissais les boutons verts qui ne sont pas venus à terme, mais surtout l'éclat rose, lunaire et doux qui faisait se détacher les fleurs dans la forêt fragile des tiges où elles étaient suspendues comme de petites roses d'or, me montrait que ces pétales étaient bien ceux qui, avant de fleurir le sac de pharmacie, avaient embaumé les soirs de printemps. Cette flamme rose de cierge, c'était leur couleur encore, mais à demi éteinte et assoupie dans cette vie diminuée qu'était la leur maintenant et qui est comme le crépuscule des fleurs. Bientôt, ma tante pouvait tremper dans l'infusion bouillante dont elle savourait le goût de feuilles mortes ou de fleurs fanées, une petite madeleine dont elle me tendait un morceau quand il était suffisamment amolli.